Bonjour Bruno Catala. Bonjour. Acteur de jeu. Nous sommes au Festival international du jeu de Cannes et justement nous avons l'occasion de discuter avec un créateur de jeux parmi les plus connus, il faut le dire, dans l'Hexagone et à travers le monde. Donc justement Bruno, comment tu en es arrivé à créer des jeux? Si tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé tout ça? Par passion, hein, tout simplement. Moi je suis joueur depuis tout le temps. Par contre j'ai découvert les jeux contemporains quand j'avais une vingtaine d'années grâce à une revue qui s'appelait Jeux et Stratégie. Défunte revue aujourd'hui. Et c'est là que j'ai découvert qu'il y avait des auteurs de jeux, parce que je m'étais jamais posé la question avant. Et en fait, le premier jeu contemporain que j'ai joué, c'était Fief. Et en fait, ce jeu avait gagné le Pion d'Or Jeux et Stratégie, et il était édité à cause de ça, ou grâce à ça. Et en fait, c'était un concours de créateurs. Et donc là, je me suis dit, mais c'est trop cool en fait ça. Moi, un jour, je veux faire mon jeu. Si ce n'est que j'avais pas le début d'une idée, où les seules idées que j'avais, c'était des variantes des échecs, etc. Et j'avais malgré tout suffisamment de recul pour savoir qu'il fallait surtout pas faire ça. Donc pendant des années, je me suis cultivé du monde ludique en étant simplement un joueur passionné. Et puis 20 ans plus tard, là, à un moment donné, je me suis dit, tiens, et si maintenant je me mettais à créer mon propre jeu, et c'est devenu Sans foi ni loi, qui aura été un des tout premiers jeux à avoir ma signature sur une boîte en 2002. Voilà. Mais justement, tu es un des rares auteurs à vivre vraiment de ce métier-là. Hein. Ouais. Il y en a d'autres, mais tu es un des rares. Tu es un des premiers d'ailleurs, hein, je pense. Avec, je pense. C'est du titre. Non, mais il y en a qui vivaient de ça avant moi, bien sûr. Toi, c'est ton métier. Tu es créateur de jeux. Alors je suis pas sûr que ce soit un métier. Moi, je le vis pas comme un métier. Pas du tout. Non, je fais pas des jeux pour gagner ma vie. Ouais. Il s'avère que j'ai la chance de gagner ma vie parce que je fais des jeux. Et ça change vraiment, dans ma tête en tout cas, ça change beaucoup les choses. Ouais. Et puis je dis que c'est pas vraiment un métier dans le sens que de toute façon, je ne peux que déconseiller ceux qui veulent se lancer là-dedans pour gagner leur vie de le faire. Parce que quand tu gagnes, entre 30, 40, 50 centimes par boîte vendue et que tu sais que en général, 80% des jeux dépasseront pas les 10 000 boîtes dans leur carrière. Tu te dis, pour avoir un salaire qui ressemble à quelque chose, est-ce que ça vaut le coup? Donc ça veut dire qu'il faut faire quelque chose, il faut avoir un métier rémunérateur à côté. Faire les jeux en passion, ça veut pas dire le faire, de façon non professionnelle, mais ça veut dire le faire avec passion, avec foi. Et si à un moment donné, tu as un ou deux jeux qui commencent à sortir du bois, à faire des ventes suffisantes, alors tu peux peut-être passer à 80%, puis à 50%, et éventuellement, à un moment donné, en faire ton métier si tu as la chance d'avoir un hit. Mais tant que tu n'as pas un hit mondial, tu ne peux pas en vivre. Message à tous les jeunes qui voudraient devenir. Donc moi, je les encourage, tous ceux qui ont la foi, je les encourage à se lancer dans leur passion. Mais n'abandonnez pas votre métier à côté, ce qui vous fait vivre. D'ailleurs, c'est quoi le quotidien d'un créateur de jeux comme toi? Le quotidien, c'est un petit peu de veille technologique, ce que j'appelle, c'est-à-dire en fait regarder un peu sur Internet, les réseaux sociaux, les sites, etc., ce qui se fait à droite, à gauche, parce que moi, j'ai pas le temps de jouer à suffisamment de jeux. Par contre, j'ai besoin de me cultiver, d'être curieux de ce qui se fait. Donc, je vais aller regarder des vidéos de règles, je vais aller lire des règles, donc il y a une part de ma journée qui est consacrée à ça. Et puis après, il y a les urgences du moment, c'est-à-dire que comme j'ai plusieurs projets en parallèle, généralement une quinzaine, on va dire. Donc, il y a forcément des choses qui sont plus ou moins urgentes que d'autres en fonction du niveau d'avancement du projet. Est-ce que c'est sur le point de sortir? Est-ce que c'est déjà sorti mais qu'il faut accompagner au niveau de la com? Est-ce que c'est des idées amont, tout ça? Et donc après, je segmente ma journée en fonction des urgences et des envies, parce que de toute façon, je ne travaille que sur des jeux que j'ai envie de jouer moi, et si à un moment donné, sur une journée, j'ai moins envie plutôt de faire ça que ça, je vais plutôt aller là où j'ai envie, parce qu'à un moment donné, c'est aussi ça qui va être communiqué finalement au joueur final, même si je suis pas dans la boîte. C'est cette passion pour ce que je suis en train de faire. Donc je me laisse guider comme ça en fait. Puis après, il y a tout le travail administratif, parce que comme je vis de ça, effectivement, aujourd'hui, je suis monté en société, donc ça veut dire qu'il faut faire de la comptabilité, ça veut dire que il y a les contraintes, l'URSSAF, etc., etc. Bref. L'envers du décor. Oui, mais ça, ça fait partie du job. Le créer, c'est pas simplement, je me mets à mon bureau et puis je suis en train de découper des cartes. Non, c'est pas ça. Puis évidemment, il y a toute la part de playtesting. Et donc là, il faut organiser des séances de playtest avec différents groupes à droite, à gauche, se déplacer pour ça. Et voilà. Donc ça, et globalement, ma semaine, elle passe à toute vitesse et c'est 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas de vacances, mais ce que je veux dire par là, c'est que la tête, elle ne s'arrête jamais. Ce qui est parfois assez pénible pour l'entourage.
Non, mais c'est vrai. C'est vrai parce que t'as beau être à un endroit, je sais pas, t'es en train de faire un super repas avec des potes et ainsi de suite et tout ça. Et à un moment donné, tu fais pas exprès, t'es parti ailleurs parce que c'est le moment où t'as un truc et voilà. Et donc du coup, pour l'entourage, c'est pas toujours simple. D'accord. Et bon, toi, évidemment, peut-être que tu as un statut particulier un petit peu, mais comment ça marche au niveau du processus, par exemple, parce que tu es connu? Par exemple, Non, mais ça change rien. Quand tu vas voir justement, c'est pour ma question. Quand tu vas voir un éditeur, par exemple, l'éditeur, tu l'amènes un projet fini, tu lui amènes un projet, comment ça marche? Non, moi je viens qu'avec des projets qui sont, sinon finis, du moins très avancés. D'accord. Parce que de toute façon, dans leur grande majorité, de toute façon, les éditeurs sont pas capables de se projeter. C'est-à-dire que si tu arrives à quelque chose qui est pas suffisamment abouti, qui est simplement une idée, ils vont avoir beaucoup de mal à projeter qu'est-ce que ça pourrait devenir. Et puis n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus d'auteurs, et il y a de plus en plus de gens talentueux, vraiment. Et à un moment donné, si tu arrives avec quelque chose qui n'est pas suffisamment abouti, ça sera très facile pour eux de balayer le projet d'un revers de main en disant tu reviendras quand tu seras prêt. Donc en fait, moi je pense que de toute façon, on n'a qu'une seule opportunité de faire une bonne première impression. Donc à un moment donné, autant mettre toutes les chances de son côté et arriver quand le projet est mûr. Moi, je suis pas à la recherche de faire un jeu de plus. Les éditeurs, ils sont pas à la recherche de faire un jeu de plus. Il faut qu'ils aient le coup de cœur. Et donc, il faut que je mette en place tout ce que je peux faire pour tenter de les faire basculer du coup de cœur. D'accord. Du côté du coup de cœur, ouais. Et le travail en coopération, ça marche comment avec toi? Ça marche de façon différente selon le binôme. Ouais. Puisqu'en fait, même si moi, je suis la même personne, chaque binôme a son propre mode de fonctionnement et je ne travaille pas de la même façon avec Corentin qu'avec Corentin Aubrac, qu'avec Ludovic Moublanc, qu'avec Bruno Fedouti ou Antoine Bozat. Enfin voilà, c'est chaque binôme, en fait, comme dans un couple, va trouver son mode de fonctionnement qui lui est propre et qui lui convient. Donc voilà, des fois ça va être à toi, à moi, des fois il faut absolument qu'on soit ensemble, des fois ça peut même parfois être avec certains une course de vitesse pour faire passer ses idées. Franchement, tout dépend des partenaires. D'accord. Et selon toi, ton jeu le plus abouti, quel est le jeu aussi que tu préfères? Est-ce que c'est le même? Donc ta ludographie qui est gigantesque. Bon, gigantesque, n'exagérons rien, mais c'est difficile à répondre parce que d'abord, premièrement, ça va dépendre du contexte. Si c'est un jeu que je préfère jouer, par exemple, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de mon état de fatigue, ça va dépendre des partenaires que je vais avoir autour de la table, ça va donc j'ai beaucoup de difficultés à répondre à ça. Puis après, ça reviendrait presque à demander à un papa lequel de tes enfants tu préfères. Je sais pas trop répondre à ça. Voilà. Après, moi, j'ai des jeux avec lesquels j'ai un rapport particulier, mais ce rapport est plus lié à ce que j'ai vécu moi dans ma vie personnelle pendant le développement du jeu. Et par exemple, Five Tribes, je cite régulièrement celui-ci parce que voilà, c'est une histoire entre mon fils et moi. Et donc l'histoire que j'ai vécue avec mon fils à ce moment-là est tellement forte que nécessairement, quand je pense à ce jeu-là, je pense à tout ce que j'ai vécu à ce moment-là, qui était important. Et donc du coup, nécessairement, ce jeu tient une place particulière. Mais beaucoup plus pour ce que j'ai vécu que pour le jeu lui-même. Même si c'est un jeu auquel, si tu me proposes une partie, je ne refuserai jamais parce que j'adore y jouer encore et encore. Ouais. Et mon jeu, peut-être que mon Graal à moi, en fait, il est encore pas sorti. Il s'appelle Insert. Donc c'est un jeu abstrait pour 2 joueurs qui actuellement n'est jouable que sur la plateforme Board Game Arena. Et moi, c'est mon Graal parce que le jeu abstrait pour 2 joueurs, c'est mon dada. C'est difficile à faire publier, mais quelque part, quand je dis un Graal, c'est parce que c'est l'épure de ce que c'est qu'un jeu. Il n'y a aucun artifice. Un jeu abstrait, il n'y a aucun artifice. Tu peux pas te cacher derrière le thème. Tu peux pas. Il faut des règles qui soient les plus pures possibles. Et en fait, quand je joue à ce jeu, je suis toujours, aujourd'hui encore, après 2000 parties, je suis transporté ailleurs et j'ai une fascination pour ce qui se passe pendant la partie. Donc ça, c'est voilà. Après, c'est pas forcément le jeu lequel je ferai un succès, mais je m'en fous parce que c'est le jeu que je veux. Tu vois que j'ai réussi à te faire dire. Donc, au niveau des jeux, quand tu conçois les jeux, le thème, la mécanique, ça marche comment pour toi? Il n'y a pas de loi. En fait, tu as 3 points d'entrée dans un jeu. Au niveau du game design, tu as le thème, comme tu dis. Par exemple, les Chevaliers de la Table Ronde, c'est parti sur le thème. La mécanique, par exemple, Five Tribes, c'est parti sur la mécanique. Le matériel, parce que typiquement, par exemple... qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? King Domino, le point de départ, c'était le matériel. Mais après, en fait, le matériel, la thématique et les composants, ce ne sont, les mécaniques, pardon, ce ne sont que des outils pour l'auteur de jeu
pour créer une expérience ludique. Et en fait, la seule chose qui compte, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'est-ce que les joueurs vont vivre autour de la table. Et donc finalement, après, quel que soit mon point d'entrée, je vais tenter de réfléchir à comment tout ça se met en place ensemble pour tenter de créer cette fameuse expérience de jeu qui me tient à cœur et qui peut ou pas emporter les joueurs. En tout cas, c'est ce que j'espère à chaque fois. Ouais. Donc tu me disais justement que ça dépendait en fait des priorités des trucs, mais quand tu développes un jeu, ça prend combien de temps? Tu es lent? C'est variable, ça peut prendre 5 minutes. Et en fait, j'ai un exemple, j'ai 2 exemples en fait où ça a pris 5 minutes, c'est-à-dire qu'en fait il y en a un, je l'ai rêvé, donc dans le train, dans le TGV, c'est Mo. Moi, je me suis réveillé avec l'idée et en fait, je l'ai écrit sur un carnet, j'ai fait le proto le soir, c'était fini. Donc voilà, rien n'a bougé depuis. Pareil, Okia, c'est un jeu, c'est un jeu, l'idée elle est là. De toute façon, c'était très simple, c'est soit ça marchait, soit ça marchait pas. Il y avait aucun moyen de le régler. Il s'avère que ça marchait, donc parfait. Et puis à côté de ça, ça peut prendre Cyclade 3 ans. Donc après, si on regarde et que j'ai à peu près une sortie, 7, on va dire 6 jeux par an en moyenne. Eh ben, ça veut dire que il faut à peu près 2 mois pour faire un jeu. Entre le faire, en moyenne, hein, je veux dire. En moyenne, ouais. Voilà. Ouais. Ça veut dire ça. Avec les playtests, etc. Ouais. Sachant que moi, j'ai la chance de pouvoir m'y consacrer à 100%. C'est-à-dire que justement, j'ai pas un métier à côté et où je fais ça le soir. Mais voilà, donc nécessairement, comme je peux faire ça à 100%, ça peut me permettre d'en faire plus, sachant qu'en fait, je cherche pas particulièrement à en faire plus, je cherche simplement à faire ce que j'ai envie à ce moment-là, quoi. D'accord. Et au niveau du playtesters, c'est quoi ton rayon? J'ai plusieurs groupes et puis déjà premièrement j'ai mon cercle familial, parce que il s'avère que ma compagne est joueuse et très joueuse, voire même plus joueuse que moi. Pratique. Donc du coup voilà, et puis je fais beaucoup de jeux à 2, donc du coup ça veut dire que j'ai une partenaire sous la main en quasi permanence, donc ça c'est cool, mais tu peux certainement pas te cantonner à ça, parce que comme on a de toute façon des goûts qui sont assez proches, c'est pas suffisant, il faut se confronter à d'autres, et donc après j'ai un groupe de joueurs sur Annecy, j'ai des groupes de joueurs d'amis plus ou moins familiaux, plus ou moins experts, à droite, à gauche dans ma région, je peux me déplacer parfois pour aller jouer avec des personnes spécifiques, et puis pour me confronter à ça, je suis très régulièrement à la cafetière chez Antoine Boza avec Corentin Lebras, Ludo, etc. Donc là, quand on fait du crash test de proto entre nous, forcément, on est avec des experts des jeux et ainsi de suite. Et donc là, ça permet là aussi de savoir que si ton proto il passe cette épreuve-là, t'as des chances que ça soit solide, quoi. Parce que sinon, il se fait démonter, quoi. Donc, on va venir un peu. On en avait discuté un petit peu avant ton actualité. Ouais. Donc, dans ton actualité, tu as Moon River, on va en parler aussi. Et alors, Moon River, ça va arriver en, je sais pas quand, en fin d'année, je pense, ouais. Ah, je pensais que c'était plus tôt, tu vois. Mais je crois pas, mais enfin, je sais pas. Là, il faut demander à l'éditeur. Ouais. Bon, alors, donc, Moon River, c'est un jeu qui est dans l'univers de King Domino. Enfin, c'est un King Domino game system. Ouais. Si ce n'est qu'il y a 2 twists, et 2 twists importants. King Domino, c'est quoi? C'est un jeu dans lequel on assemble des dominos pour faire des territoires dans lesquels le point de chaque territoire, c'est le nombre de cases fois le nombre de couronnes. Dans Moon River, il n'y a plus de dominos, il n'y a plus de couronnes. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il y a à la place des dominos? Il y a des pièces de puzzle. Et ces pièces de puzzle, on va les assembler pour fabriquer ces dominos petit à petit. Donc déjà, ça c'est un premier twist. On va fabriquer ces dominos tour après tour. Donc ça, c'est déjà une expérience de jeu qui, pour le coup, est radicalement différente. Et comme ça se passe dans l'univers du Far West, il n'y a plus de couronne, mais il y a des vaches sous forme de meeple, donc du bétail qu'on va poser sur les cases qui vont bien, quand on récupère les bouts de puzzle qui vont bien. Mais par contre, on va avoir des cow-boys, et ces cow-boys permettent de déplacer les vaches. Donc c'est comme si on avait un King Domino avec des dominos qu'on fabrique et des couronnes qu'on peut déplacer pour les mettre dans les meilleurs champs. Et donc là, oui, ça reste King Domino, mais quand tu joues pas la même chose, quoi. Vraiment pas. C'est une expérience qui est vraiment différente. Donc c'est l'adversaire qui va dépasser le truc, c'est intéressant. Non, c'est toi. C'est toi qui déplace. T'as certaines pièces que tu vas prendre qui vont te permettre de recruter des personnages. Parmi ces personnages, il y a des cow-boys qui vont permettre de déplacer tes propres vaches, et ainsi de suite. Forcément, c'est le Far West, donc on va pouvoir se piquer du bétail, on va pouvoir se faire des coups tordus. Enfin voilà, c'est Wild West. C'est pour combien de joueurs ce truc? 2 à 4. 2 à 4. D'accord. 2 à 4 et ça sera édité chez Blue Orange. Ouais. D'accord. Ok. Et bon. Et c'est un jeu important. C'est un jeu que je fais en co-autorat, même si c'est la gamme King Domino, avec Johan Servet, qui est un jeune auteur haut-savoyard comme moi. Donc c'est un jeu des montagnes. Et il y a Lumen, le monde perdu. Lumen, le monde perdu. Alors, Lumen, le monde perdu, c'est particulier aussi. Donc c'est avec Corentin Lebras cette fois-ci chez Lumberjack.
Et c'est avec Corentin Lebras parce que c'est un jeu qui reprend la mécanique de Trek 12, c'est-à-dire le côté roll and ride de Trek 12, mais ça illustre tout à fait le propos que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que une mécanique de jeu n'est qu'un des outils qu'on a pour créer une expérience, et l'expérience ludique qu'on va créer avec cette même mécanique qui est dans Trek 12 n'a rien à voir. Puisque là, c'est ce que j'appelle moi un RWD, c'est-à-dire en Roll and Write Driven. On connaît les wargames qui sont des card driven, comme par exemple Mémoire 44, etc. Et là, c'est ça. Et là, c'est un RWD, c'est-à-dire que c'est le Roll and Write sur ta fiche de commandement qui va driver l'arrivée de renforts et de déplacement d'unités et d'activation de leurs unités spéciales sur un plateau modulaire avec des scénarios, etc. Ah ouais. Et donc, en gros, par rapport à ceux qui connaissent Trek 12, à chaque fois que tu vas faire une zone sur ta fiche de commandement, tu vas faire popper des unités sur le terrain, et à chaque fois que tu vas faire des chaînes, tu vas leur envoyer des ordres qui permettent de les déplacer et d'activer leurs pouvoirs spéciaux, avec possibilité de recruter des mercenaires, etc., etc. Des scénarios. Il y a 7 scénarios dans la boîte, mais on peut en imaginer autant qu'on veut. Les gens peuvent se faire les leurs s'ils veulent. Enfin voilà, c'est une sorte de small world, on va dire, qui serait géré par un roll and write. D'accord. Donc Trek 12, c'est pas vraiment fini, donc puisque c'est pas pareil, tu vas continuer, continuer à travailler sur des clous. Ça on verra. Mais des idées, des envies, on en a, mais après il faut voir aussi si le Lumen, marché. c'est bientôt, je crois. Hein. Lumen, c'est avril. C'est avril. Ouais. Donc là, il y a quelques boîtes sur le festival. Et tout. C'est avril, et puis c'est illustré par Vincent Dutray. Donc bah voilà, Vincent Dutray quoi. C'est chouette. C'est super que, c'est la classe. Et à côté de ça, tu travailles sur quoi? Bon, tu m'as parlé justement du jeu que tu avais envie de finalisé, mais tu travailles sur d'autres j'ai des protos, j'ai des trucs et des machins. Après pour l'instant c'est trop tôt pour en parler, puisque après encore faut-il les signer. C'est pas parce que je travaille sur un jeu que je vais trouver un éditeur. Donc justement le pro rata. Combien? Quand tu sais. Moi j'ai été mal habitué parce que je pense que actuellement sur l'ensemble de ce que j'ai fait depuis le début, j'ai peut-être 5 jeux que j'ai pas réussi à placer. Donc parce que je crois tellement à un truc, si je crois, je continuerai jusqu'à ce que je trouve une porte, une éditoriale, parce que voilà. Mais après, on verra combien de temps ça va continuer, hein, parce que voilà. Après, jusqu'à combien de temps mes propres envies vont correspondre aux envies du public et des éditeurs. Bien sûr. Parce que ça, c'est un questionnement nécessairement. D'ailleurs, justement, une question de rôle plus général. L'évolution du milieu ludique actuellement, le monde du jeu, c'est quoi ton ressenti actuellement? Je demande ça à tout le monde, à tous les auteurs. Écoute, je sais pas trop quoi te répondre parce que je suis dans une phase qui est un peu compliquée à titre personnel, qui m'amène, qui est pas liée au monde du jeu, hein, qui m'amène à pas mal de remises en question et tout ça. Donc, j'ai pas forcément une réponse claire et définitive par rapport à ça. Après, comme tu le disais avant l'interview, moi je commence à faire partie des dinosaures. J'ai pas dit ça. Non, mais ça revient à ça. Et donc des ancêtres entre guillemets dans ce milieu-là, donc qui sont de toute façon voués à disparaître à un moment donné. On va se prendre une comète sur la gueule. Et donc mais voilà, donc le monde du jeu évolue, il change. Et je suis pas du tout de ceux qui disent que c'était mieux avant. C'est très bien aujourd'hui, c'était très bien avant, c'est très bien aujourd'hui, c'est différent. Après, moi, par rapport à mon parcours, par rapport à mes envies, par rapport à mon âge, je pense qu'il y a tout un tas de façons de fonctionner aujourd'hui avec lesquelles je me reconnais moins, avec lesquelles je me sens moins en phase, et qui me font dire que peut-être bien qu'à un moment donné, il faudra peut-être tirer sa référence, mais je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas sous quelle forme, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, parfois je me dis, je me reconnais pas toujours aujourd'hui dans les pratiques du milieu, on va dire. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, on en parlait tout à l'heure avec Antoine, au niveau de l'évolution du milieu du jeu, le travail avec les algorithmes, le travail avec les IA, etc. Est-ce que tu bosses comme ça sur les statistiques quand tu fais un jeu? Ça dépend du jeu, mais moi personnellement, je suis scientifique à la base. Scientifique, donc, moi j'ai été pendant j'ai été pendant 18 ans ingénieur en sciences des matériaux, faire des plans d'expérience, à traiter de la donnée, ainsi de suite, et c'est pas des choses que je crains, et si j'en ai besoin pour un jeu, je n'hésiterai pas à le faire. D'accord. Et ça m'est arrivé, par exemple, le Mr. Jack Pocket, on a commencé par créer une IA, justement, qui jouait contre, et on l'a fait jouer une fois qu'elle était suffisamment forte et qu'elle battait tous les humains au jeu.
En fait, j'ai fait un vrai plan d'expérience en la faisant jouer contre elle-même quelque chose comme 10 000 parties par nuit et pour amener le jeu à son équilibrage le plus fin possible. Donc, quand c'est possible de le faire, je vais certainement pas me priver d'utiliser les outils qui sont à notre disposition. Mais par contre, en n'oubliant jamais qu'à la fin, un jeu doit créer une émotion et que parfois l'équilibrage mathématique le plus juste n'est pas celui qui rend le plus d'émotion autour d'une table. Parfois, avoir un petit peu de déséquilibre, entre guillemets, va créer des envies, des attractions, des choses qui vont générer une tension particulière, des émotions que la mathématique pure ne va pas réussir à rendre. Donc, en fait, moi, j'utilise ce dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, en ne perdant jamais de vue l'expérience ludique que je veux générer. C'est bien. Je suis épaté. Bah, écoute, merci Bruno. Je ne sais pas si tu n'as pas de questions du public. Non, il est parti. Le public est parti parce qu'il y avait toujours plein de questions. Écoute, je te remercie d'avoir échangé avec nous. Je te souhaite un très bon festival. Merci. Et à bientôt. À bientôt. Ouais.